La lumière n'augmente pas seulement dans son rêve, elle croit également ici au mariage de Djik et d'Amina. Fourman se lève à un moment donné et pointe l'index vers les collines. La lumière vient de là. Elle est, comment la décrire, ronde, sans doute semblable à sa source, l'objet volant qui s'approche sans bruit de nous tous. La louve grogne de peur, elle n'ose pas sortir de sous le lit, et quant à moi, je pense très sérieusement profiter de l'occasion. Je ne vais pas attendre les gendarmes et leur expliquer ce que signifie la littérature postmoderne, qui ne représente certainement pour eux qu'un exercice destiné au séminaire de théorie littéraire, car alors je m'énerverai et les traiterai de troglodytes. Je leur demanderai s'ils ont lu le bouquin de Machin-Chescu sur le postmodernisme et ainsi de suite. Eh bien, me dis-je, puisque je suis devenu une pauvre Scheherazade que plus personne n'écoute, voilà, je me retourne en geignant doucement, je m'appuie de la main gauche sur la chaise qui me sert de table de chevet, je fais attention à ne pas renverser la bouteille et l'assiette, l'autre bras agit tel un ressort, une jambe sort du lit, aussitôt suivie de l'autre, me voici maintenant assis sur le bord du matelas, les mains sur les genoux, la tête me tourne un peu, je respire profondément, j'essaie de voir si Ileana est toujours sur le lit. Je l'entends gronder, renacler, je me lève, mais je n'allume pas. Il y a assez de lumière comme cela, bon Dieu. Il y en a trop, je m'habille en hâte, je ne ressens plus aucune douleur, je suis léger comme la plume de l'aigle et le voile de la mariée, comme le souffle, comme la flèche, comme un spectre. Je traverse la cuisine, je me demande un instant si je ne vais pas emmener le nain, idée absurde à laquelle je renonce aussitôt. Je descends dans la cour, j'arrive d'un bond sous le portail sculpté d'où j'aperçois les mariés et leurs invités, tous muets, les uns sont montés sur des chaises pour mieux voir, d'autres carrément sur les tables. Seul Djik reste cloué à sa place, il serre la main de la mariée comme s'il craignait qu'elle ne s'envole. Les musiciens ne jouent plus, Borodi garde la bouche ouverte et le violoniste, son archet suspendu en l'air, les yeux comme des soucoupes, tous fixent ce gros machin rond qui descend en silence, mais qui ne touche pas le sol, qui ne se pose pas sur l'asphalte de la route. Il s'arrête à une cinquantaine de centimètres au-dessus. Les gendarmes saluent, la main à la visière, tandis que je me dirige calmement vers la passerelle qui s'abaisse lentement, mais sûrement. J'avance sans hâte dans la lumière aveuglante. Le vaisseau brille d'un éclat intense. Le soleil, la lune et les étoiles sont rassemblés dans ses flancs. Les yeux me brûlent, de sorte que je me retourne et je me mets à marcher à reculons. Maria et Anna esquissent quelque part comme si elles voulaient m'accompagner. Je leur fais un signe de la main, un signe d'adieu en les saluant. Je salue tous les autres qui n'osent plus bouger, dont l'immobilité peut être un témoignage de respect. Oui, bien sûr, ce ne peut pas être autre chose. Seul Volk remue, il lève la main à la hauteur de son oreille, pas plus haut, comme pour parler au téléphone, puis il se ravise, il laisse retomber son bras, la lumière est de plus en plus vive, et une musique qui n'est pas celle de l'orchestre tzigane résonne de plus en plus fort à mesure que je m'approche. Je ferme enfin les yeux et je sens sur la nuque le souffle chaud et protecteur maternel. L'homme, allongé à côté d'elle, écarte le genou de sa cuisse en geignant doucement. Il se redresse et prend appui de la main sur la table de chevet. Il est maintenant assis sur le bord du lit, les mains sur les genoux, prêt à se lever. Ou bien, à l'inverse, il vient juste de s'asseoir et va se coucher auprès de la femme qui dort comme un loir. Il sent son souffle chaud. Elle remue les lèvres, ses globes oculaires palpitent et elle ouvre parfois les yeux tout en continuant à rêver. On entend dans un coin un petit miaulement indécis et une boule s'approche du lit, se blottit sur l'une des deux couvertures qui pendent jusqu'au tapis. Marianne se retourne sur le dos et se couvre les yeux du bras. Elle ne les ouvre pas, mais elle ne rêve plus. Elle sort de son cauchemar. Elle humecte de la langue ses lèvres desséchées de sommeil. Elle a soif. Elle ouvre les paupières. Dans la chambre, il fait nuit noire. Dehors, c'est l'hiver. Elle distingue à peine les branches de l'arbre devant la fenêtre, menaçant ou protecteur, qui sait. Un squelette de géant conservé par le froid. Quelqu'un a oublié d'éteindre à la salle de bain. Quelqu'un dort à côté d'elle. Elle ne rêve plus, mais elle ferme les yeux.